de Spirou, qui est la vraie marionnette, qui date de 42 ou 43, je crois. Donc vraiment... très bien faite, oui. Très bien faite. Et, voilà. Et de toute façon, vous avez pu la voir, si vous regardez le live, il faut se le dire, dans la vidéo. On est ensemble jusqu'à 20h. On reviendra peut-être vite fait sur ce qu'il y a eu dans l'actualité ces derniers temps. Il y a eu des choses rigolotes quand même. On ira du côté du Sénat et d'RTL. C'est vrai que c'est à un moment donné, on ne sait plus où ça va, quoi, tout ça. Mais bon, on y reviendra. Je suis de bonne humeur aujourd'hui, donc moi, j'aurais pas de coup de gueule spécialement. Il n'y a pas besoin d'en avoir. Je me dis, il y a des trucs plus graves. Nous avons avec nous Pierre Prioré du SNES FSU. Bonsoir. Bonsoir. Donc, on vous avait déjà vu, effectivement, donc il faut se le dire, à l'époque, on n'avait pas encore toutes ces caméras, tout ce barnum. Voilà, on va parler des annonces de Gabriel Attal, donc ministre de l'Éducation, je ne me trompe pas. Remettre de l'exigence à l'école, au collège et au lycée. Donc, beaucoup d'annonces, on va y revenir dessus, sur le redoublement, sur tout ça. Vous, déjà, comment vous l'avez perçu c'est un moment très important pour le système éducatif parce que les annonces de Gabriel Attal sont quand même chargées et violentes. Oui, carrément. Ah oui, carrément. Oui. C'est pas des petites mesures. Ouais. Gabriel Attal, il est en train d'effacer en gros 40 à 50 ans d'histoire du système scolaire pour revenir sur un système qui est celui des années 60. Quoi. Voilà, pour donner un peu la mesure et la portée des annonces qu'il a faites mardi. L'école n'était pas mieux dans les années 60 ? J'y étais pas. Ça dépend pour qui. Non, il est en train de clore la parenthèse de la démocratisation de l'école et du collège en particulier. Donc c'est un renoncement violent, en particulier pour les classes populaires, à l'espoir d'avoir une école qui émancipe, qui scolarise l'ensemble d'une classe d'âge jusqu'à loin. Voilà, on a une école du tri social qui se met en place. Donc ça ira sûrement très bien pour quelques élèves. Pourquoi le tri social ? Il y en a beaucoup, ça ira beaucoup moins. Pourquoi tri social ? Parce que le principe même de la réforme, enfin le cœur de la réforme, c'est l'introduction des groupes de niveau. C'est-à-dire que dès l'âge de 12 ans, en gros, les élèves vont être classés sur un rail dans lequel ils vont probablement être enfermés parce qu'on a pas mal d'expériences par les résultats scolaires qu'ils obtenaient avant. Et leur capacité à ne pas en sortir en réalité, parce qu'on a des expériences qui ont été faites dans d'autres pays. On sait que les classes hétérogènes, elles ont des défauts, bien sûr, c'est difficile, en particulier quand on a 30 élèves par classe, mais c'est ce qui permet le plus de promouvoir et d'ouvrir les possibles pour un certain nombre d'élèves. Là, on va avoir des élèves qui vont être très vite enfermés dans un cadre dont ils ne pourront probablement pas se sortir. Donc, moi, j'ai appris un truc. Je suis sorti du système scolaire il y a très longtemps. Le redoublement, il n'y avait plus de redoublement ? Si, mais tout le monde pouvait s'y opposer, à commencer par les parents. D'accord. Et là, donc, maintenant, il a dit que ce sera le dernier mot pour les enseignants. C'est plutôt bien, donc, que les enseignants retrouvent... Oui, c'est la mesure qui flatte potentiellement les enseignants. Elle est de portée très faible, elle est symbolique en réalité. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, les taux de redoublement dans l'école, au collège, j'ai vérifié pour l'académie, on est en moyenne 0,8% des élèves. Donc c'est tout à fait marginal. Et sur ces 0,8%, les situations de désaccord entre les équipes pédagogiques et les parents, si ça en fait le quart, c'est le bout du monde. Et ça n'est que dans ce cas-là que la logique a été renversée. C'est-à-dire quand l'équipe pédagogique et les parents n'ont pas la même vue sur la possibilité d'un redoublement, le dernier mot reviendra aux équipes pédagogiques, mais on parle de 0,2% des élèves en fait. D'accord. Tout le monde s'était mis aussi dans la tête que les élèves ne redoubleraient pas non plus. Or, il y a peut-être des besoins de redoublement pour certains qui ont du mal sur une année. Alors, il y a eu toutes les explications. Il y a eu les explications comme quoi faire redoubler, stigmatiser l'enfant, ceci, cela. Bon. Alors moi j'ai redoublé en 6e, je me suis pas senti stigmatisé pour le coup. Ah ouais, mais c'est un peu le discours que l'on a entendu parce que ça allait freiner l'épanouissement de l'adolescent, du jeune adolescent qui se retrouvait en classe inférieure par rapport à sa classe d'âge, etc., etc. Bon, pour l'instant, si on voit aussi que les résultats, alors on peut parler du classement PISA, mais en général, on voit quand même qu'il y a plus que 12% d'élèves qui arrivent en 6e sans savoir lire, écrire et compter aussi. Oui, mais Gabriel Attal n'a pas fait d'annonce sur l'école primaire, si vous regardez bien. Il a fait des annonces essentiellement sur le collège. Oui, mais justement, au collège, il ne s'agit pas pour autant... je ne suis pas pour l'élitisme, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut bien arriver à classer ou faire en sorte que... tout le monde n'arrive pas en seconde, tout le monde n'arrive pas en terminale, tout le monde n'arrive pas au bachelor, tout le monde n'arrive pas en master, parce que sinon, à un moment donné, vous classez comment ? Moi, je vous donne un exemple, j'ai des élèves, je les adore,
le niveau de culture générale, il est ce qu'il est. Je ne dis pas que j'avais un niveau de culture générale à 18 ans qui est celui que j'ai aujourd'hui, bien entendu. Mais au niveau orthographique, c'est une horreur. Et quand j'entends certains qui osent dire que c'est comment on appelle ça, un marqueur social, l'orthographe est un marqueur social, moi j'appelle ça du respect entre nous pour pouvoir se parler les uns les autres. Sinon, ça devient complètement ubuesque. Je vous assure qu'il y a des copies en bachelor 2 ou bachelor 3, vous tombez sur la table. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de problème dans le système actuel, notez bien. Je dis simplement que quand on met des élèves à plus de 30 par classe au primaire, au collège, on prend quand même quelques risques sur la capacité des enseignants à les accompagner dans les apprentissages. C'est à plus de 25, moi, voilà, quand on était jeune, c'est là 24, pour nous ce qu'on pouvait faire. 24, 25 et 30, je suis entièrement d'accord, ça fait que 5, mais au bout, ça fait énorme. Voilà, il y a quand même un problème, et celui-là, Gabriel Attal a choisi sciemment de ne pas s'y intéresser, parce que évidemment, ça veut dire qu'il faut engager des moyens quand même conséquents si on veut arriver à réduire les effectifs, mais il avait une fenêtre de tir historique, puisque la population scolaire qui va arriver au collège là, dans les 5 années qui viennent va baisser. On aurait pu faire à moyen constant, à coût constant, et choisir d'abaisser les effectifs par classe. C'est pas ce que fait Gabriel Attal. Il va supprimer 500 postes dans le second degré à la rentrée. Il a beau parler des recrutements d'enseignants, il est bien gentil, mais la réalité budgétaire, c'est qu'on va commencer à supprimer des postes, alors même que la baisse démographique n'est pas engagée dans les collèges. D'accord. Donc les orientations, pour nous elles sont claires. Il y a une volonté de ne pas investir dans l'éducation, en tout cas de ne pas investir sur des élèves dont on estime a priori que ça ne vaut pas le coup d'investir sur eux. Voilà, c'est ça qui nous gêne beaucoup dans les orientations prises par Gabriel Attal. Je ne dis pas que la situation soit rose dans les classes, hein, loin de là. Il y a effectivement de la difficulté scolaire. Il y a des choses probablement à changer. Mais et vous changeriez quoi, vous, tiens ? À part les 30 élèves, c'est OK, on est d'accord. Mais après... nous, on est sur une demande d'avoir 20 élèves par classe. C'est faisable, vous êtes d'accord avec moi, ça jamais Si, on n'en était pas loin dans les années 80, début des années 80. On avait fait... Les années 80, c'est il y a 40 ans, quoi. Ah, oui, c'était il y a 40 ans, mais c'est pas, justement, c'est pas un objectif. 60, là, on parle des années 80. Dans les années 80, moi, j'ai jamais connu, pourtant, j'ai eu la chance d'être dans l'école et le lycée, collège et lycée public assez sympa. On était plus de 25, on était 24, entre 24 et 26 par classe. Donc on était loin des 20. Mais en dehors de cela, qu'est-ce que vous feriez ? Qu'est-ce que vous proposeriez, vous ? Pas vous en tant que personne. Non, j'ai bien compris, en tant qu'organisation. Quelles sont vos propositions éventuelles ? Alors, les propositions, c'est effectivement d'avoir des temps dans lesquels on met aussi de la possibilité d'avoir du soutien. On n'a jamais été opposé à la notion de soutien. On dit aussi que la difficulté scolaire, elle doit se traiter dans la classe, parce que une partie des difficultés des élèves, en particulier socialement les plus fragiles, c'est que le travail qu'on peut donner à la maison, par exemple, il n'est pas fait parce qu'il n'y a pas la possibilité dans la famille d'avoir l'accompagnement que d'autres élèves vont trouver. Donc il faut que l'école prenne ça en charge, de manière à ce qu'on arrive à la maison pour un élève avec tout le travail scolaire qui est fait et qu'on essaye de ne pas laisser ces temps-là. Des études. Oui. Oui. Parce qu'on parlait des années 60, c'était très en vogue. Oui, sauf que ça s'adressait à une toute petite partie de la population. Ah non, les classes d'études dans les années 60, c'était tout le monde qui s'y collait, qui était en classe. Tout le monde n'était pas au petit lycée quand même dans les années 60. Tout le monde n'était pas au petit lycée dans les années 60. Certes, mais bon, les classes d'études, ça existait. Il y a aussi le fait, moi j'ai trouvé hallucinant de savoir que, je ne défends pas Gabriel Attal, attention, j'ai trouvé hallucinant que effectivement le travail à la maison ait été abandonné il y a bien longtemps. Alors, on peut me dire ce qu'on veut, on peut me dire effectivement que dans certaines familles, on ne peut pas le faire, il n'y a pas les moyens, oui, mais pourquoi il est abandonné tout court, quoi. Non, mais... À un moment donné, c'est gênant. Moi, je trouve que le devoir à la maison, ça devrait être supprimé, parce que déjà, moi j'ai quitté le lycée l'année dernière, on est déjà surchargé. Par quoi ? De 8h à 18h, on est en cours. Et on faisait quoi, nous, avant ? Mais on ne peut pas comparer les mêmes études. On a beaucoup plus de matières, on a beaucoup plus d'horaires. On nous demande toujours plus. Plus d'horaires, t'es sûr ? Moi, je travaillais le mercredi matin, le samedi matin. Alors, je sais pas comment on se démerdait avant, mais on avait pas mal d'horaires aussi, sincèrement. Et pas mal de matières aussi. Eh bien, on sache que le samedi aussi, si on prend des options, on peut aussi travailler le samedi matin. Ben oui, c'était le jour des options en partie, ouais. Mais donc, du coup, si... Mais non, mais je t'en prie. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on est déjà surchargé et en fait, on nous accompagne pas bien. Donc en fait, le soir à la maison, déjà, notre seule envie, c'est de nous foutre la paix et de... Ah mais je te rassure, de tout temps. Je sais, mais je trouve qu'on est quand même... On nous apprend des choses, mais on nous apprend pas à apprendre.
Moi, il y a un truc qui me gêne aussi. Oui, Olivier. Ouais, je voudrais râler aussi. Ouais, tu veux râler, oui. Je veux râler avec l'autre jeune génération qui partage ma génération finalement au pays. Bon. Ouais. Et du coup, on n'en est pas content. Hein parce que déjà qu'on n'a pas beaucoup de temps libre quand on bosse. Alors en plus, on veut enlever le temps de libre des gosses qui travaillent de 8h à 18h. On veut empêcher, parce qu'avec des devoirs en plus. Ah bah super. Hein. Bah non, mais moi je dis, allons-y, faisons 8h, 18h par jour. Super, j'adore. Comment on faisait avant? Non, mais avant, c'est vrai. Avant, c'était une tarte dans ta figure et tu protestais pas. Non, c'est pas que ça. Il y avait aussi le fait qu'on n'avait pas les téléphones portables, on n'avait pas les Game Boy, les Game Boy, les Xbox et compagnie. Oui, la Game Boy. On n'avait pas la télé dans la chambre. Oui, c'est vrai. Oui, il y avait d'autres trucs. Oui. Non, mais Et oui, mais bon. Non, mais c'est vrai que t'allais au foot le mercredi, tu rentrais, t'étais lessivé, mais c'est pas grave. Il était 21h, mais tu dois te coucher parce que le lendemain, il y a 8h. Ouais. T'as cours. Mais je trouve que c'est chargé. Ça ferait bien aussi des moments de vie. On ne peut pas comparer l'école des années 60. Non, moi je suis pas né en 40 non plus. Oui. Même celle des années 70, le monde a un peu changé. On a besoin aujourd'hui. On a dû avoir à peu près la même période de passage dans le système scolaire. On a quand même besoin aujourd'hui d'avoir des gens qui soient qualifiés plus que par le passé, parce qu'il y a un certain nombre d'emplois aujourd'hui peu qualifiés qui sont quand même pas très répandus ou moins répandus qu'à une certaine époque. On a automatisé un certain nombre de choses, donc la structure du travail n'est pas la même aujourd'hui et les besoins de la société ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Donc il faut tenir compte de ça. C'est pas ce que propose Gabriel Attal. Encore une fois, Gabriel Attal, sa solution, c'est de dire pour un gamin qui est en échec, qui n'aura probablement pas le brevet, c'est de dire vous partez en apprentissage et direct vous allez travailler. Mais ça veut dire que c'est des emplois qui sont non qualifiés, donc qui sont extrêmement fragiles. Et qui ont de fait du mal à s'insérer sur le marché de l'emploi quand même aujourd'hui. Donc c'est cette assignation-là à résidence, parce qu'en plus c'est des enfants souvent issus de milieux populaires, cette incapacité à sortir de leur milieu, pour nous c'est un problème démocratique fondamental, que de dire il y a des gens dont on sait dès le départ, à 12 ans, que de toute façon ils ne pourront pas accéder à des emplois plus qualifiés ou tout simplement ils vont être victimes de la première révolution technologique qui va passer parce qu'ils n'auront pas les ressources pour arriver à s'adapter, de passer le cap, oui, bien sûr. Ça veut dire qu'en fait, avec cette réforme, ça va accentuer le fait que... j'ai perdu le mot. Enfin, ça va accentuer ça va pas changer le statut social en fait de la personne. Ce sera... c'est la promesse de l'ascenseur social qui risque de se trouver mise complètement à l'arrêt. Alors, l'ascenseur social marche déjà pas très très bien parce que on a un système éducatif qui reproduit quand même très largement les inégalités sociales. Mais là, on les grave dans le marbre. Là, ça veut dire qu'on coupe toute perspective et tout espoir, a priori. J'ai dit actuellement, pour pas avoir le brevet, il faut se lever tôt quand même. Oui, il y a quand même 12% des élèves qui n'ont pas le brevet. Même moi, je l'ai eu. C'était un miracle. On pensait que c'était une blague. Je me rappelle, j'étais à Tourves, dans le Var, à côté j'étais à Tourves. On m'appelle, on me dit t'as eu ton brevet, t'es content? J'ai fait toute de ma gueule. Donc vraiment, on peut. On peut l'avoir. C'est vrai que en toute honnêteté, il était quand même 12% des élèves qui l'ont pas. Il y a quand même 12% des élèves qui l'ont pas. C'est quand même une réalité. Comment ça se fait qu'ils arrivent jusqu'à 12%, jusqu'au brevet déjà? Parce que c'est pas juste parce qu'ils sont... Parce que les enseignants font quand même tout pour les préparer au maximum. On s'y échine un tout petit peu. J'entends bien, non, mais je dis pas que... Mais c'est qu'il y a peut-être des problèmes dès l'entrée au collège par rapport à la possibilité d'arriver jusqu'en 3e, actuellement. Qu'à l'entrée au collège, on a des difficultés en lecture, c'est une réalité. Quand on a des difficultés en mathématiques, c'est une réalité aussi. Mais je redis, mettons-nous à la place d'un professeur des écoles aujourd'hui, qui a 27, 28, 30 gamins, c'est quand même compliqué d'aller aider celui qui est en difficulté à un moment donné, parce qu'on ne peut pas le sortir de la classe. Et donc il faut continuer à gérer les autres quand même. On ne peut pas non plus pénaliser l'ensemble du groupe. La différenciation, c'est le mantra de l'éducation nationale depuis 10 ans. Ça consiste à dire aux enseignants, vous vous débrouillez pour adapter et vous faites 30 cours différents dans la même heure, c'est compliqué quand même. Ça a ses limites, on peut différencier un peu, mais ça a ses limites assez vite. Donc effectivement, au bout d'un moment, on paye des retards accumulés par des élèves, effectivement, qui n'ont pas eu le coup de pouce au moment où il fallait, ou qui n'ont pas été suffisamment accompagnés au primaire, au collège, et éventuellement au lycée aussi. Mais un certain nombre sont déjà barrés, en réalité, au moment où ils arrivent au lycée. Nous avons une question de Clément, justement. Clément qui nous dit, est-ce que d'après notre invité, les réformes consistent à se limiter à rendre les élèves employables? Pour une partie d'entre eux, oui. Le
gouvernement met en œuvre un système éducatif qui correspond aux projections que fait l'OCDE. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si PISA est un dispositif d'évaluation qui est piloté par l'OCDE. Il y a des considérations économiques derrière extrêmement lourdes. Oui, on sait qu'aujourd'hui, on a besoin, en gros, d'avoir 50% d'une population dans un pays développé diplômée au niveau Bac+3, niveau licence, en gros, et 50% qui sont nettement en dessous de ce niveau-là. Donc, on fait un système à 2 vitesses avec ceux qui sont tracés et programmés pour arriver au moins jusqu'à Bac+3, puis les autres qui occupent des emplois subalternes, mais pour lesquels on a une fracture dans la société qui est extrêmement dangereuse quand même. Surtout quand c'est socialement impossible de dépasser cette fracture-là. Gabriel Attal a aussi annoncé les groupes de niveau au collège en français et en mathématiques à compter de la rentrée prochaine pour les élèves de 6e et 5e. Et à partir de l'année suivante, en 4e et 3e, il y aura une quinzaine d'élèves dans le groupe le plus en difficulté. Qu'est-ce qu'on en pense de... Le groupe en difficulté, il n'y a que 15 élèves. On a des études qui ont été faites à l'éducation prioritaire, là où on a dédoublé en CP, CE1 les classes. On sait que ça produit des effets. Ce n'est pas miraculeux, mais ça produit quand même des effets, ce qui veut dire que quand on touche aux effectifs, on améliore la performance des élèves. Mais donc ça prouve bien justement que quand il y a moins, on peut se concentrer plus. Sur ces 15-là, oui, mais la question, c'est qu'ils vont... Excusez-moi, juste pour dire à nos auditeurs, vous parlez des effets de la réforme Blanquer, oui, des mesures Blanquer, de dédoublement des primaires et CE1 dans l'éducation prioritaire, dans les zones prioritaires. Oui. Ça se voit sur les statistiques, il y a un progrès des élèves qui n'est pas contestable. Pas non plus, c'est pas l'effet waouh, faut pas exagérer, mais enfin. Ça confirme l'idée que les enseignants portent depuis très longtemps. Quand on a moins d'élèves dans la classe, on est un peu plus disponible pour des élèves. Ce qui est un changement de paradigme, parce que pendant 20 ans, on a expliqué aux enseignants que la taille de la classe n'avait strictement aucune influence sur leur capacité à faire réussir tous les élèves. Donc là, premier coin intéressant, mais Gabriel Attal n'en a pas trop parlé, de celui-là, de la question des effectifs. Non, la question, c'est ces 15 élèves-là qui sont en difficulté. On va devoir, parce qu'en plus, il est prévu, a priori, qu'ils aient non seulement les temps des autres, mais en plus des heures en plus. 2 à 3 heures de soutien personnalisé, éventuellement en les retirant d'autres enseignements. Oui, enfin, ça commence à faire beaucoup, un isolement dans lequel ils n'auront plus la dynamique de la classe. Enfin, le modèle qui se dessine, c'est celui que vous avez connu au lycée, c'est-à-dire, si vous étiez au lycée général, la classe où, en fait, on est avec des gens qu'on ne connaît pas à la fin de l'année. Quoi. Complètement. Voilà, en fait, c'est ça qu'on est en train de mettre en place. Il y a tellement de spécialités différentes, puis en fait, parce qu'en fait, nous, sur les langues, on était... la classe était séparée en deux, plus complétée par une autre classe. Donc, en fait, on ne connaissait personne à la fin. Le système des groupes de niveau va conduire à ça, mécaniquement, parce qu'on va retirer sur un tiers ou la moitié de l'emploi du temps les élèves pour les mettre dans ces fameux groupes de niveau. Ils vont être constitués en interclasse. Il ne faut pas rêver. On ne va pas avoir 10 élèves dans le groupe des bons, 10 élèves dans le groupe des moyens et 15 dans le groupe de ceux qui sont le plus faibles. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Ça sera 30 pour les bons, 30 pour les moyens, peut-être 15 effectivement pour les élèves les plus en fragilité, ce qui est bien pour eux, mais encore une fois, ils n'auront plus la dynamique de la classe. C'est quand même stigmatisant et on n'est plus non plus dans une structure cadrée, définie. Les adolescents, déjà, pour un lycéen, c'est compliqué de ne pas être dans la même classe, de changer 3 fois dans la journée. Pour des ados de 12-13 ans, c'est extrêmement perturbant. Et qu'est-ce que vous feriez ? Alors, à l'inverse, qu'est-ce que vous pourriez proposer du coup ? Je vous ai dit, on commence par réduire sérieusement les effectifs des classes. Comme vous l'avez dit, il n'y aura pas d'effet waouh. Donc là, pour ceux qui sont là actuellement, on inclut... qu'est-ce qu'on fait là ? On est en septembre. Ok, en septembre, il faut recruter tout de suite. Vous proposer quelque chose pour l'année prochaine ? Pour l'année prochaine, il faut déjà revoir le budget. Pourriez, j'entends, c'est conditionnel. Vous proposeriez quoi ? Déjà, on peut agir sur la classe de 6e. On va commencer à réduire les effectifs sérieusement sur la classe de 6e parce que c'est une transition qui peut être compliquée pour certains élèves. La priorité, elle est quand même d'assurer la fin du cycle 3 de manière correcte pour effectivement... C'est une année de remise à niveau en réalité, la 6e. Il faut qu'on en profite pour le faire dans de bonnes conditions. Ça, c'est une mesure qu'on peut prendre tout de suite. Mais il faut garder les dynamiques de classe. On a besoin de dynamiques de classe, de plus de coopération entre les élèves aussi, parce que c'est un élément moteur du plan pédagogique. On sait que des élèves se rentrent dans les apprentissages parce que des camarades y sont rentrés avant eux aussi. C'est important cette dynamique de groupe pour des enfants. Je pense aussi qu'il faudrait aussi pas changer les professeurs, mais faire en sorte qu'en fait les professeurs donnent envie d'apprendre la matière. Ça c'est une question. Oui, c'est la grande discussion entre les professeurs et les formateurs entre autres. Non, mais la manière de travailler dans une discipline, elle est aussi effectivement en fonction de la capacité qu'a l'enseignant à y intéresser les élèves. Nous en sommes bien d'accord. C'est pas ce que propose Gabriel Attal. Gabriel Attal, il a dit par exemple pour les mathématiques, c'est la méthode de Singapour.
C'est une méthode complètement standardisée, formalisée. Il n'y a plus aucune initiative de l'enseignant. Donc il va être dans un cadre extrêmement contraint, contrôlé par des évaluations à l'entrée et à la sortie de chaque classe, avec un objectif, c'est de réussir les tests. Oui, les tests sont pas tout à fait, portent pas tout à fait l'ambition qu'on met dans les programmes les français. tests portent pas, le truc porte pas. Alors pour l'instant, ce que j'entends de votre part et avec plaisir, c'est on baisse les effectifs de la classe. Mais après, on fait quoi parce que c'est comme on a eu des discussions il y a quelques années sur la méthode monosyllabique, la méthode globale, etc. Semi, moins. À un moment donné, qu'est-ce que l'on peut faire? On peut aussi former les enseignants. Rien n'est facile à gérer, et c'est pas juste 3 annonces d'un ministre qui veut se faire son nom pour des élections futures. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais qu'est-ce qu'on peut proposer à chaque fois? C'est oui, ok, il faut moins d'effectifs dans les classes. Il y a des volets qualitatifs sur la formation des enseignants. Par exemple, on est dans une situation où la formation continue des enseignants, elle est sinistrée là, au jour d'aujourd'hui. Déjà qu'ils avaient enlevé il n'y a plus de temps de se former, il n'y a plus le temps d'échanger entre collègues. Il y a plus le temps de se former dès le début. Comment ça s'appelait? Excusez-moi, l'Institut. L'INSPE, c'est ça? Pardon? L'IUFM ou l'INSPE? L'IUFM, oui, qui avait été abandonné sous Sarkozy, je crois, qui avait été foutu dehors. Oui, non, mais c'était la période entre la fin des études, l'obtention du truc et l'obtention du concours plus derrière l'arrivée dans les. Ça permettait quand même de pouvoir se former. Vous êtes d'accord avec moi? C'est vrai que ça, c'est tout à fait désagréable de se dire, vous avez le concours, vous débrouillez. Septembre, vous êtes face à une classe. Ouais, sauf qu'un enseignant, ça ne se forme pas en 5 ans, et puis le public change. Oui. Donc en réalité, on a besoin d'avoir une formation continue qui évolue. La recherche pédagogique, elle évolue aussi, hein, même si en France, on n'est pas à la pointe sur le sujet, comparé à d'autres pays. Hein, je pense à la Suisse ou le Québec, où ils sont effectivement, universitairement parlant, bien mieux armés sur les questions de sciences de l'éducation. Donc on a pris un gros retard dans ce pays aussi, mais le volume de formation aujourd'hui d'un enseignant, c'est extrêmement faible. Hein. Quand ça atteint 1 journée, 2 journées par an, c'est le bout du monde. Prenez n'importe quel fonctionnaire qui travaille au ministère des Finances, il a 7 à 8 journées de formation par an sur temps de travail. Ce que propose Gabriel Attal, c'est de faire la formation des enseignants hors temps de en plus du temps de travail ordinaire. Ça ne favorisera pas l'investissement des collègues, hein, qui en ont déjà jusque-là, compte tenu du volume d'heures supplémentaires qu'ils ont assuré. Ça aussi, c'est un levier sur lequel on peut agir. Un enseignant qui a 18 heures avec des élèves, il fait forcément un travail un peu plus personnalisé que quand il a 1 ou 2 classes de plus, parce qu'on lui a collé des heures supplémentaires qu'il a accepté parce que par ailleurs, il est mal payé. Voilà. Il y a des questions et remarques aussi sur Facebook. Pourquoi avoir complètement changé un système qui marchait parfaitement par le passé jusqu'en 80 ? Parce que ça a été une grande ambition de démocratisation du système scolaire. À peu près lire et écrire. Du moins, on se rappelle d'une époque où les gens savaient un petit peu plus lire et écrire qu'aujourd'hui. Il faudrait poser la question à un collègue professeur des écoles, parce que en réalité, le système, il était à 2 vitesses, hein, quand même, assez fortement. Il y avait ceux qui rentraient au petit lycée, c'est-à-dire qui, dès la 6e, en fait, étaient programmés parce qu'ils étaient dans les meilleurs milieux sociaux pour aller jusqu'au baccalauréat. Je rappelle, 10% des gens, hein. À peu près 10% des élèves, et ceux qui accédaient à un primaire supérieur, dont les plus scolairement performants arrivaient à décrocher le certificat d'études, mais pour lesquels, en réalité, on s'arrêtait à lire, écrire, compter, ce qui est peut-être une base, mais qui ne correspond pas tout à fait quand même aux ambitions et aux enjeux de société, y compris en termes d'employabilité et de capacité à suivre les évolutions technologiques, à se les approprier dans n'importe quel métier. Vous prenez aujourd'hui un plombier, il est à peu près sûr au cours de sa vie de connaître 2 ou 3 technologies nouvelles qui vont impacter son activité professionnelle. Oui, mais ce qui est vu de l'autre côté, pas de ce côté-là, c'est-à-dire que j'entends bien ce que vous dites, que c'était le strict minimum et que c'était pas suffisant. Enfin, même le strict minimum est plus assuré du tout, quoi. Moi, ce qui me fait halluciner quand même, c'est qu'au niveau bac et plus, on nous propose d'inclure le projet Voltaire à plusieurs moments dans les études de première année, parce qu'il faut remettre les étudiants et étudiantes, il n'y a pas de sexisme derrière, les étudiants en général, à niveau pour qu'ils sachent quand même parler correctement et écrire correctement. Et même, je crois que c'est une fac de droit qui inclut carrément le projet Voltaire en première année. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir toutes les UV excusez-moi, c'est un petit mot à l'ancien temps, les unités de valeur, on disait, de droit, mais s'ils n'ont pas le niveau correct au niveau du projet Voltaire, qui est un niveau le projet Voltaire, c'est une certification de niveau de français, c'est pour l'ensemble des auditeurs et auditrices, et donc ça a été inclus dans la première année. C'est quand même dingue, on est en bac plus, ils en sont à faire des révisions de 6e. Quand nous étions en 6e, nous avions 6 heures de français en 6e. Aujourd'hui, un élève, il a 4 heures.
Vous multipliez. Ça fait qu'à la fin du collège, ils ont perdu une année. Bah oui, au bout d'un moment. Mais c'est une question d'investissement public. On peut très bien rajouter ces 2 heures-là, y compris éventuellement les faisant en petits groupes. Des pistes, il y en a. Mais on a quand même fait le choix. Le français, mathématiques. Et ça fait la même chose. années, On a perdu années 1 à 2 années de temps d'enseignement pour les élèves, et pas parce qu'il y a les vacances. C'est pas ça le débat. La durée de l'année scolaire, elle n'a pas changé. Oui, ça fait mais c'est simplement le temps qu'on y consacre dans la semaine qui est plus du tout le même. Aujourd'hui, on sort d'une réforme du collège en 2016 qui a quand même pour principal effet de libérer les gamins à 16 heures, quoi. Ça me fait halluciner. Bon, c'est très bien, ils sont contents, ils sont à la maison. Enfin, il y en a. Alors, il y a 2 types d'élèves. Il y avait ceux pour lesquels les parents vont pouvoir prévoir des activités périéducatives ou soutien scolaire, qui vont donc de fait continuer à être dans des apprentissages. Et ceux qui, mais vous l'avez dit, vont tomber sur la PlayStation ou sur la télé ou sur Facebook, pour lesquels, voilà, il n'y a pas de possibilité de s'en sortir par la structuration du milieu auquel ils appartiennent. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut que ces temps-là d'études ils soient inclus et assurés par des enseignants, y compris s'il faut aller jusqu'à 17h. Mais au moins qu'on soit à 17h, les élèves soient dans les apprentissages pour le temps où ils sont dans les établissements scolaires. Je suis pas tout à fait d'accord parce que je sais plus c'était quel pays, Irlande ou Islande, je sais plus. Ils ont pas cours l'après-midi où ils finissent à 3h. Et en fait, du coup, ils ont des temps l'après-midi pour faire du sport ou les activités qu'ils veulent. Et c'est un peu relié à l'école, mais c'est quand même indépendant. Donc moi, je pense que ces temps d'apprentissage sont aussi là pour déverser un peu les émotions des élèves et tout, pour qu'en classe, ils se concentrent mieux, pour qu'en fait, ils soient épanouis dans la vie pour mieux se concentrer aussi à l'école. Quand je dis apprentissage, moi, je ne dis pas nécessairement maths français. J'ai une vision un peu plus large que Gabriel Attal. On peut y inclure des arts plastiques, on peut y inclure de l'éducation musicale, on peut y inclure de l'histoire géo, on peut y inclure de la technologie. Aujourd'hui, on a un problème majeur avec la technologie dans notre pays, puisque c'est présenté de manière purement numérique. Bon, la technologie, je suis désolé, mais quand il faut démonter une pièce mécanique, alors peut-être que les robots sont capables de faire ça dans 10 ans, mais enfin, ça a une composante où il faut toucher, il faut manipuler. Il faut manipuler les choses. Et pour avoir enseigné quand même pas mal d'années en voie technologique en lycée, moi, j'ai toujours été frappé de ce que, moi, prof de mathématiques, j'arrivais à faire passer à mes élèves qui avaient la possibilité de voir concrètement à l'atelier ce que donnait la formule mathématique par rapport à un truc qui est complètement virtuel. On voit un film, mais ça ne remplace pas. Il y en a des élèves qui ont besoin de toucher, qui ont besoin de manipuler, qui ont besoin d'avoir des temps où ils sont en contact avec la matière. Il y a des kinésésistes, des auditifs. Oui, non, mais tout à fait. Donc, il faut repenser ça. C'est un vaste programme, on est bien conscient, et c'est sûr que ça ne réglera pas le problème l'année prochaine. Ça, c'est clair. Mais par contre, on n'est pas dans la position, nous, du renoncement, comme Gabriel Attal, qui prend acte d'une situation et qui la fige. Voilà. Mettez le casque, Olivier, qui va avoir une question. Moi, j'en aurais une autre, justement. En plus, vous êtes professeur de mathématiques. Ça tombe bien, justement, qu'on en parle de ça, parce que j'ai fait une terminale STI 2D. Et en vrai, je peux que rebondir sur cet argument de montrer c'est plus efficace que théoriser, parce qu'on a théorisé beaucoup la mécanique des fluides là-bas, et je peux vous dire que c'est vraiment casse-tête quand on n'est pas trop dans les schémas et tout ça. Alors que j'aurais aimé, moi, qu'on me montre, genre une pompe à chaleur ou un truc qui montre vraiment en application ce qu'on apprend. Je pense même, serait certainement, vu que quand même, je vais pas me la ramener, mais j'ai monté mon propre PC, pas grâce à des schémas, je l'ai fait en bidouillant. Je trouve que on devrait avoir plus de pratique. Depuis, l'appart a pris feu. Oui, entre autres, mais bon. Et donc, Olivier cherche un appartement désormais. Je suis plus tous relis. J'y suis plus. Tous relis, je cherche un appart. Non, mais aujourd'hui, en technologie, les élèves, ils manipulent des écrans. Bon. On est encore dans un truc qui est très intellectuel en réalité. C'est pas parce que vous avez cliqué sur le machin qui vous montre le film, la bille qui se déplace, que vous en avez fait l'expérience concrète. Ça reste très largement visuel parce que ça passe par le média de l'écran. Il y a plein d'élèves pour qui c'est pas un problème. Mais vous avez des élèves pour qui ça manque de concret, très clairement, et qui ne voient pas l'intérêt du truc et qui auraient la capacité probablement de revenir dans des apprentissages s'ils étaient construits sur ces bases-là. Aujourd'hui, c'est des dimensions qu'on est en train complètement d'évacuer parce que une salle de technologie où on a du matériel, ça coûte cher. Il faut changer le matériel, il y a de la casse. Voilà. Il faut aussi des petits groupes parce qu'à 30 gamins qui vous manipulent un marteau, il faut faire un tout petit peu attention. Il y a des questions de sécurité qui peuvent se poser. Voilà. Mais vous avez la même problématique en sciences ou en physique où on manipulait un tout petit peu. Aujourd'hui, les élèves, ils ont guère que la possibilité de voir le prof faire la manip dans beaucoup d'établissements. Je ne dis pas dans tous, mais dans beaucoup d'établissements, c'est la tendance lourde quand même. Pour les mathématiques, vous devez être rassuré parce que pas de surprise. Alors moi, je suis dévasté.
J'ai toujours été nul en maths. Pourtant, je sais que c'est passionnant, c'est génial, et je voulais y arriver. Mais vraiment, j'étais nul. Je suis nul en mathématiques, mais et je me suis dit, si un jour je passe mon bac en candidat libre, je me suis dit, mince, il va y avoir le problème des mathématiques. Et il était question de supprimer. Et puis finalement, non, pas de suppression de l'épreuve de mathématiques au bac en terminale. Oui, en fait, on va rajouter. Gabriel Attal propose de rajouter une épreuve à la fin de la classe de première, dont, entre parenthèses, personne n'a vraiment compris quel allait être le support. Parce qu'il a dit enseignement scientifique, puis il a dit mathématiques, puis il a dit un peu des deux. Donc pour l'instant, c'est très flou. Donc on demande quand même à ce que le projet soit précisé. Sur le principe, c'est pas. On fait bien une épreuve anticipée de français, pourquoi pas une épreuve anticipée de mathématiques. Je veux dire, c'est pas. Le seul problème, c'est qu'est-ce qu'on fait faire aux élèves en terminale, parce que à partir du moment où ils auront passé un baccalauréat avec des mathématiques en première, le grand risque, c'est qu'en terminale, s'ils ont encore un cours de mathématiques, ils fassent plus rien. Voilà, c'est ça le grand risque. Alors, je sais très bien qu'on ne fera pas faire des mathématiques, les mêmes mathématiques pour tous les élèves, c'est une évidence. Mais dans ce pays, on avait été capable d'inventer des mathématiques pour les sections littéraires quand nous étions au lycée, avec beaucoup d'histoire des mathématiques, avec l'histoire des concepts. On peut relier des cultures à travers les mathématiques, on peut faire plein de choses intéressantes, y compris avec des supports, des objets mathématiques qui sont très simples. Avec des nombres entiers, on fait déjà des très jolis problèmes mathématiques. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des trucs techniquement très compliqués. Mais le goût de la recherche, du questionnement, ça peut se construire. Alors, les programmes actuels ne le permettent pas, ça c'est réglé. Mais on peut avoir cette ambition-là de faire des mathématiques un tout petit peu différentes, qui ne soient pas de la reproduction technique, toujours du même exercice, où on essaye de réfléchir un peu. La seule proposition qui n'était pas trop mal dans le rapport Villani-Torossian de 2018 sur les mathématiques et leur enseignement, c'était d'avoir des mathématiques de réconciliation au lycée. Donc à un moment donné, on arrête, j'allais dire, de faire de la technique, d'avoir des exigences, voilà, pour certains élèves qui étaient vraiment fâchés avec la discipline, et qu'on essaie d'avoir quelque chose d'un peu ouvert, d'un peu ludique, d'un peu intelligent, et qui fasse sens avec une vraie culture. Y compris, on peut faire de l'histoire avec des mathématiques, on peut faire de l'histoire des civilisations, les déplacements humains, on peut montrer plein de choses, y compris que les êtres humains ont toujours en fait transporté des connaissances d'un endroit à l'autre. Bon, dans un monde qui bascule dans la guerre, c'est pas mal quand même d'avoir cette réflexion-là. Il y avait quoi d'autre comme je sais, je crois que je les ai pas toutes, hein, les annonces. Si, où j'ai tout dit. Là, les principales ont été dites. Oui. Moi, j'ai juste une question. Oui. Est-ce que l'école rend bête? C'est-à-dire, est-ce que l'école rend bête? Parce que moi, je me trouve quand même à parler avec des gens qui n'arrivent pas à réfléchir par eux-mêmes. Alors, je me pose vraiment cette question. Est-ce que l'école rend bête? Si les gens n'arrivent pas à réfléchir par eux-mêmes, c'est que quelque part, on a raté l'objectif. Parce que c'est quand même l'ambition qu'on porte pour les élèves. C'est de former des adultes, pas que des employés. J'insiste, pour nous, former des adultes qui sont en capacité de penser le monde un peu par eux-mêmes, le plus possible, évidemment. On n'a peut-être pas les bonnes... on n'a peut-être pas construit les enseignements comme il fallait les construire. On n'a jamais été pour dire que tout était merveilleux dans le système actuel. Voilà, il y a plein de choses qui effectivement ne produisent pas d'effet à la hauteur de ce qu'on y a investi chez les élèves. Ça veut dire qu'on s'y prend mal, tout simplement, et qu'il faut probablement changer certaines choses. On n'est pas pour le statu quo. Par contre, on n'est pas pour l'a priori de dire on va laisser les gens là où ils sont en les enfermant dans des couloirs. Ça ne me paraît pas, dans une société comme la nôtre qui est quand même largement multiculturelle, voilà, qui a une histoire riche, un humanisme, je pense qu'on peut faire mieux, quoi. Voilà. Vas-y. Super question. Il y a toujours des questions moteurs, tu sais. T'as remarqué? Toujours, hein. Les deux pieds dedans, hein. Rien à foutre. Mais c'est génial, tant mieux. L'émission s'appelle Faut se le dire, hein. C'est pas... Donc, tu fais bien. C'est dur aujourd'hui, plus qu'avant, d'enseigner, parce qu'avec l'actualité qu'on connaît, est-ce que, voilà, professeur, aujourd'hui, c'est un métier, on dirait que... Bon, mathématiques, moi, j'ai l'impression, quoique ça reste de la science. C'est un métier qui prend une écart à travers la tête. C'est vrai, il faut prendre une écart à travers la tête. Non, mais voilà, c'est un métier qui est compliqué. Avec tout ce qui s'est passé, les parents se mêlent beaucoup aussi de l'éducation des gosses dans l'école. Est-ce que les parents ont vraiment leur place à l'école? C'est vraiment une question que je pose innocemment et bêtement à un professeur. Il y a un moment donné, pour comprendre ce qui se passe dans la tête d'un élève, on a parfois besoin aussi d'avoir un contact avec ses parents, ne serait-ce que dans l'adhésion au projet éducatif. D'accord. On a des parents pour lesquels l'école c'est un ovni, quoi. Donc c'est compliqué qu'ils expliquent et qu'ils remettent le gamin. En général. Pas forcément.
ou en tout cas ils n'en ont pas gardé un bon souvenir, et ils ont tendance à transmettre ça à leurs enfants. Et donc il faut qu'on puisse quand même dialoguer avec les parents. Alors ils viennent se mêler des questions pédagogiques, ça c'est un vrai souci, parce que la pédagogie ça s'improvise pas tout à fait, mais le dialogue avec les parents à un moment donné il est nécessaire, ne serait-ce que pour montrer le projet éducatif et pour quelque part compléter l'action de l'enseignant dans sa classe par un discours à la maison qui va favoriser l'investissement de l'élève. C'est sûr que si le gamin il rentre à la maison et qu'on lui dit l'école ça sert à rien, ça va être compliqué de le motiver dans la classe. C'est très clair. Voilà. Vous restez avec nous. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Après, on pourra passer au retour sur l'actualité. D'ailleurs, vous pouvez rester avec nous si vous avez envie. Après, c'est pas grand-chose. Il n'y a que quelques petits sujets. On va écouter. C'est pas tout de suite. On va mettre un petit jingle entre les deux. Vous restez avec nous ? Je peux rester un peu, oui. On fera un petit point après. Vous êtes à l'écoute de Faut se le dire. On est ensemble jusqu'à 20h. Tu lances le jingle que tu veux.